Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'humanitaire. Je vous parle d'humanitaire parce que vous savez, j'ai fait des études d'humanitaire et de coopération internationale ici en France. Donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup agi dans les associations en tant que présidente, en tant que militante. Donc, quand j'étais étudiante en médecine à Bamako, il y a des amis, des connaissances qui étaient dans d'autres classes, qui étaient en troisième année, je crois, ou qui étaient en cinquième année. Moi, j'étais en troisième année, qui sont venus me voir pour me demander d'être présidente de l'association de sensibilisation sur la santé de la reproduction et le VIH-Sida. J'ai accepté parce que j'avais déjà mon association, je menais des actions de sensibilisation, mais dans l'audiovisuel, visant les jeunes. J'ai fait plusieurs émissions pour sensibiliser les jeunes pour tout ce qui est en lien avec la santé de la reproduction. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont approché. Et on a fait des partenariats avec l'OMS, avec les ministères, pour sensibiliser les jeunes, même des émissions télévisées, des jeux qui existaient auxquels on a inclus le volet sensibilisation. Donc le domaine associatif humanitaire, ça m'intéresse beaucoup et depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, ce n'est pas de l'instrumentalisation politique. Donc, je me suis intéressée au mouvement humanitaire qui prolifère aujourd'hui au Mali et dans le Sahel. Humanitaire entre guillemets. Parce que ce sont, vous savez, l'État a ses fonctions régaliennes. L'État doit assumer les fonctions de base. Les fonctions de base liées à la santé pour les populations. La santé est un droit. Il y a eu la déclaration d'Astana qui a fait écho en 2018. Il y a eu la déclaration d'Astana sur les soins de santé primaire qui a fait écho à une déclaration antérieure en 1978 sur les mêmes soins de santé primaire qui réaffirme que la santé est un droit pour les populations, surtout les populations vulnérables. Donc les États ont pour obligation d'assurer la santé des populations, surtout les populations les plus vulnérables. Et la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est la couverture santé universelle. Malheureusement, celle-ci n'est pas encore mise en place dans les pays du Sahel pour plusieurs raisons, dont les raisons sécuritaires, les problèmes de pauvreté, de partenariat et de diplomatie inefficace notamment. Donc, je reviens à la question du droit à la santé, le droit à l'eau potable. Le droit à l'eau, c'est un droit pour les populations, c'est inscrit dans plusieurs résolutions des Nations Unies. Donc, l'État a des fonctions régaliennes, des fonctions de base qu'il doit assumer. Mais on constate que dans ces pays sahéliens, l'État a laissé cette fonction à des particuliers, des inconnus qui ont surgi sur la scène publique et qui font beaucoup d'humanitaire. C'est bien, mais il ne faut pas que cela se fasse. On déplore souvent le fait que les actions des ONG tendent à remplacer les devoirs de l'État, tendent à se substituer à l'État. Quels sont les dangers de cette substitution ou de ce mécanisme qui est bien, mais qui peut avoir des conséquences, des effets pervers? Comme par exemple, le fait qu'il se soit une instrumentalisation. Parce que ces nouveaux riches-là qui sont arrivés, qui donnent de l'eau aux gens, qui nettoient les ordures, qui donnent à manger aux gens, qui donnent des activités aux femmes pour faire pour fabriquer des savons, la saponification, qui donnent, je ne sais pas, qui donnent des motos aux gens. Bon, ces particuliers-là, c'est bien ce qu'ils font, mais ça peut être instrumentalisé dans le cadre politique. Ça, c'est l'un des premiers risques. Le deuxième risque, c'est que ça peut être instrumentalisé dans le tribalisme, à des fins tribalistes. Vous savez, j'ai écrit un livre de littérature il n'y a pas longtemps, l'année passée, je l'ai fait paraître à compte d'auteur pour des raisons particulières dont je pourrais vous parler, notamment pour la diffusion. Le livre s'appelle Deuxième Bureau. Ça parle du contexte moderne d'Afrique de l'Ouest, notamment les questions de tribalisme et leur émission dans le domaine professionnel. Donc, je me suis positionnée contre le tribalisme et ses effets pervers, notamment son instrumentalisation en politique. Ce livre s'appelle Deuxième Bureau. Vous pouvez taper Deuxième Bureau Aïcha Yatabari sur le moteur de recherche, c'est bien diffusé. Donc, j'ai toujours été contre le tribalisme. Mais cette nouvelle forme d'humanitaire où il y a des inconnus, des nouveaux riches qui se livrent à des actions de charité, les effets pervers, c'est que non seulement ça peut entraîner, ça peut être instrumentalisé à des fins politiques, mais ça peut aussi être instrumentalisé à des fins tribalistes, c'est-à-dire une région peut être privilégiée par rapport à une autre. Or, l'État a l'obligation d'assumer ses devoirs envers toute la population dans son ensemble. Parce que vous savez, en Afrique, la fidélité fait partie des valeurs spirituelles, les valeurs morales essentielles. Les pactes qu'on fait avec les génies, c'est la spiritualité, c'est la fidélité. Les pactes qu'on fait avec les animaux, c'est la fidélité.
tous les totems, les pactes, toutes ces relations qu'on noue pour protéger la nature ou pour protéger une certaine cohésion sociale, une certaine harmonie dans le village ou dans la société, ça a toujours trait à la fidélité. Et comme les Africains croient beaucoup au sacré, c'est pour cela qu'ils font des pactes avec des entités qu'ils considèrent surnaturelles. Donc la fidélité est importante. Donc quand une personne va venir donner de l'argent à des populations, à des personnes, donner à manger pour le ramadan, ça crée un lien. Donner, financer des activités, donner des motos, donner des médicaments, ça va créer un lien et c'est un peu comme un pacte, ça va créer une sorte de fidélité tactice, implicite. Et quand une autre personne va venir avec une autre politique, ces populations seront moins réceptives et elles seront plus réceptives aux consignes de vote de la personne avec qui elles ont créé un lien à travers le fait qu'elles ont été nourries ou aidées par ces personnes-là. Donc l'instrumentalisation politique. Parce qu'en Afrique, la fidélité, je reviens dessus, c'est très important. Une femme qui n'est pas fidèle, c'est une femme qui a peu de valeur. Tout repose sur la fidélité. Une femme qui n'est pas fidèle, on considère que c'est une femme sans valeur. Les populations sont attachées à la fidélité. Donc c'est un nouveau modèle humanitaire où il y a des nouveaux riches, des inconnus qui viennent aider les populations à la place de l'État. C'est vrai que l'État, ça ne va pas en ce moment. Il y a la pauvreté, il y a les problèmes de sécurité. Mais il faut trouver d'autres moyens pour financer, pour restaurer le budget de l'État, pour permettre à celui-ci d'assurer ses fonctions, notamment au niveau des soins ou de tout ce qui concerne les besoins de base des populations. Moi, je ne suis pas conseillère de militaires sahéliens. Donc, que leurs conseillers trouvent il faut trouver des mécanismes originaux, des financements originaux qui vont permettre de se baser sur, par exemple, l'entrepreneuriat social. C'est un entrepreneuriat qui est basé sur le financement participatif avec un intérêt social, une base communautaire qui peut être lancé avec peu de moyens. C'est favorable aux situations où les ressources sont limitées. Donc, il faut trouver des moyens de financer l'entrepreneuriat social pour mener des actions à fort impact social tout en créant de la richesse. Moi, je n'ai pas, au jour d'aujourd'hui, mon intention, ce n'est pas d'être leur conseiller. Voilà, je m'exprime toujours avec retenue. Au jour d'aujourd'hui, non. Donc, leurs conseillers qui se baladent au Sahel, qui trouvent des idées pour leur dire comment ils vont financer l'entrepreneuriat social pour en même temps mener des actions sociales qui vont permettre aux populations d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès aux médicaments, aux soins de santé de base, tout en créant de la richesse. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, ce modèle humanitaire qui prolifère au Sahel n'est pas adapté aux réalités du Sahel. La société, l'humanitaire intervient dans les situations d'urgence. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'État, c'est de faire face aux situations d'urgence, mais il faut trouver des moyens. C'est vrai que la situation actuelle des populations fait que cela nécessite une aide. Il faut trouver des moyens pour mobiliser les ressources locales, créer de la richesse tout en menant des politiques sociales. Maintenant, je reviens à moi. J'ai changé en 2 jours. Maintenant que j'ai lancé mon business en ligne, je suis devenue businesswoman. Les gens pensent que l'humanitaire ou bien l'intérêt pour le bien commun n'est pas articulé avec le fait de vouloir être riche, de vouloir gagner de l'argent. C'est ce que je viens de vous dire, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat communautaire. Ils font des politiques, ils font des actions à impact social, en même temps ils gagnent de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent, c'est profitable à tout le monde, c'est un cercle vertueux. Donc je partage mes idées, je suis ici pour partager mes idées. C'est souvent des idées en lien avec l'humanitaire, le développement durable, l'environnement, en tout cas d'intérêt général. En même temps là, je vends mes articles. Donc allez sur ma boutique Shopify, j'ai commencé à partager, je vous explique un peu, j'ai commencé à partager les fichiers numériques du jeu Leader Play. Je vous explique un peu comment le jeu fonctionne. Il y a plusieurs personnages, le stratège, le charismatique, l'idéaliste, le financier. Donc, ils ont chacun pour ambition de devenir président, de partir à la conquête de la magistrature suprême. Ils vont se lancer dans une campagne, en tout cas, ils commencent à mobiliser leur soutien. Donc, l'objectif de ce jeu, c'est de répondre. Il y a un questionnaire, vous allez télécharger le fichier numérique que vous allez acheter pour pouvoir télécharger. Il y a les cartes atouts pour chaque personnage.
Ce que je vais mettre bientôt en ligne, c'est pour le stratège. Donc, le questionnaire a 20 questions. À chaque question à laquelle vous répondez et que vous donnez, à laquelle vous apportez une bonne réponse, vous avez droit à une carte atout. Donc, à la fin, avec les 20 cartes atouts que vous aurez obtenues si vous répondez aux 20 questions sur le développement durable, qui sont aussi des questions ludiques, vous allez avoir au niveau 2 maintenant les 4 jeux. Il y a aussi 24 jeux pour chaque profil. Stratège, charismatique, idéaliste, financier. Les 4 jeux maintenant, vous allez avoir 24 jeux. Vous allez encore répondre à des questions pour chaque 4 jeux que vous aurez. Pour chaque 4 atouts que vous allez obtenir, il y a encore des 4 jeux où il y a des questions auxquelles vous allez répondre. Et vous allez gagner quelque chose à chaque fois. Et il y a aussi un questionnaire de niveau 2. Je vais mettre progressivement. Je vais voir d'abord si vous avez un intérêt. Et moi, je ne peux pas épuiser mes neurones. Moi, je vis du jus de mon cerveau. Je vais m'asseoir pour épuiser mes neurones, pour faire un jeu ludique, en même temps pour créer une mobilisation et un engagement pour les candidats à des élections politiques. Comment vous allez identifier d'abord les acteurs en fonction de votre environnement. Maintenant, votre manière de mobiliser en fonction de votre profil. Comment vous allez mobiliser. Ensuite, comment vous allez créer un engagement. C'est basé sur mon expérience dans le domaine du conseil et dans le domaine du développement durable, les études que j'ai faites et aussi sur mon implication dans le domaine humanitaire. Moi, je me suis intéressée au modèle humanitaire des pays du Sahel là. Je me suis intéressée à quelques années parce que moi, je suis curieuse. Quand je vois quelque chose, avant de juger, je veux connaître. Je veux savoir, mais comment ça fonctionne. J'ai essayé de m'approcher un peu de pour voir, mais pourquoi ils font tout ça. On voit des inconnus qui ont surgi, des nouveaux riches qui ont commencé à distribuer l'argent. C'est comme autant de Babani. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pour une instrumentalisation politique ou bien tribaliste? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais quelles seront les conséquences? Quels seront les effets pervers de ce phénomène, de ces actions de charité? C'est bien, mais quand ils vont se substituer à l'État, ils vont créer un sentiment, ils vont créer une fidélité, un certain lien avec les populations qui risquent d'être instrumentalisées à des fins politiques. Et ce n'est pas ça la démocratie. Dans la démocratie, le jeu doit être clair. Donc voilà un peu où ma réflexion m'a menée. Et j'ai réfléchi à des moyens où l'État peut lui-même assumer ses devoirs, assumer ses responsabilités, ses obligations envers les populations. Voilà, donc pour résumer, le plus important, j'ai partagé les idées, j'ai fait des suggestions, j'ai donné des bases pour améliorer le fonctionnement de certains mécanismes pour être aligné avec le développement durable, pour le bien-être des populations. Mais aussi, il y a mon business qui est là. Donc, vous allez aller cliquer sur le lien, vous allez commencer à visiter la boutique et la suite viendra si je suis encouragée. Allez, bon week-end.